Une nouvelle conférence donc, Gauguin versus Van Gogh, histoire d'une incompatibilité spirituelle. Cette fois, plutôt que de vous parler du protestantisme de Van Gogh, j'essaierai de vous parler du catholicisme de Gauguin, aussi surprenant que ça puisse être. Nous avons donc un Van Gogh qui arrive à Arles en février 88, sauf erreur. Et il se trouve seul. Il écrit sa lettre à son frère Théo, dans lequel il dit « Serge, j'ai une communauté avec les petites arlésiennes qui sont toutes mignonnes, il y a les zouaves, il y a le bordel. Il y a le prêtre en surplis qui ressemble à un rhinocéros dangereux. » Vous voyez, il a le sens de l'humour quand même. Il dit « Je pourrais être triste, mais il me semble que je me sentirais triste si je ne prenais pas toute chose par le côté blague. » Retenez de ceci une chose, c'est que face à la difficulté, et vous savez tous qu'il a une vie difficile, Van Gogh le prend avec sourire. Il ne se plaint pas ou le moins possible et il se dit finalement « je vais prendre les choses du bon côté ». Il est donc seul à Arles, mais il rêve d'une communauté d'artistes. Et il va donc arriver à Arles pour créer cette communauté, d'où l'autoportrait dédié à mon ami Paul Gauguin que vous avez ici. Il arrive donc à Arles et se sent seul. Il va leur proposer une communauté, d'où cet autoportrait de Van Gogh dédié à mon ami Paul Gauguin. Alors, croyez-moi, là, juste en haut, il y a marqué « à mon ami Paul Gauguin ». Paul Gauguin va lui faire un portrait en réponse qui est celui-ci, qui est dédié à mon ami Vincent. Dans la partie, il devait également y avoir Émile Bernard qui devait le rejoindre, d'où ce portrait dans lequel est inclus un portrait de Gauguin, tout comme dans celui ici est inclus un portrait de Bernard, qui est dédié à mon ami Van Gogh. Dans l'angle, vous avez ce qui les rassemble tous, un petit morceau d'ukiyo-e, c'est-à-dire des stampes japonaises qui les a rassemblés au départ à Paris dans leur admiration commune. Un troisième personnage devait se joindre à eux qui est Laval, d'où ce portrait de Van Gogh à mon ami Laval. Et Laval, lui enverra un portrait à mon ami Van Gogh. Je vais essayer de ne pas me tromper dans ces noms. Pourquoi? Parce qu'il rêve effectivement d'une communauté. Il rêvait de communauté un peu à la manière des corporations de la Hollande et des artisans. Vous aviez les corporations d'artisans dans la Hollande du siècle d'or, parce qu'il aime ce côté matériel de l'art. On ne parle pas de corporation quand on parle des beaux-arts aujourd'hui. Et puis, il y a une chose qu'il aime dans l'idée de corporation, de communauté, c'est de travailler ensemble. Ça lui fait penser aux Japonais qui échangeaient, comme il propose ici d'échanger des œuvres, les surimonies. Ils s'échangeaient des œuvres les uns avec les autres. Et puis, ça n'est pas un homme de l'élite nécessairement. Il aurait préféré diffuser ses œuvres que de les vendre nécessairement à une certaine élite à travers des expositions grandioses. Il disait d'ailleurs à son frère que plutôt que de faire des expositions grandioses, il voulait s'adresser au peuple et travailler pour que chacun puisse avoir chez soi des tableaux. C'est pour ça qu'il fait souvent des séries ou des reproductions comme celle de Millet, parce que pour lui, l'art est pour le peuple, il est pour l'humanité parce qu'il sert l'humanité. On reviendra là-dessus dans un instant. Van Gogh, donc, espère créer cette communauté. Il y a aussi l'idée d'un monastère, un monastère de bonzes, de bouddhistes, parce que dans les petites représentations de gonzes, ils sont un petit peu enfantins, ils ont un côté très gai qu'il recherche justement. Et à propos de ce portrait, il écrit « J'avais cherché plutôt le caractère d'un bonze, simple adorateur de Bouddha éternel. Il m'a coûté assez de mal, mais il faudra que je le refasse entièrement si je veux réussir à exprimer la chose. J'oublie tout pour la beauté extérieure des choses que je ne sais pas rendre, car je la rends laide, etc. » L'ego de Gauguin était énorme. Par contre, vous voyez tout de suite, on dirait aujourd'hui que l'auto-estime de Van Gogh, en général, est beaucoup plus basse. Il dira que son travail est gauche, maladroit régulièrement. Regardons de plus près ce tableau. Il est sculpté, il est fait dans l'épaisseur. L'huile est en grande quantité au point, cette saturation d'huile a provoqué très régulièrement un craquellement de la peinture. Cette médaille que vous avez parfaitement alignée avec le veston, parfaitement aligné avec le gilet, on a presque une perspective ici,
serait 2 ou 3 mm plus proéminente si nous n'avions pas eu tant de restauration. Comme d'habitude, comme je vous l'ai expliqué, il sculpte, il laboure sa toile de couche en couche. Regardez le regard. Est-ce qu'il nous confronte? Je ne crois pas. Il a un œil qui irait plutôt d'un côté, un œil plutôt de l'autre. Ce n'est pas parce qu'il a un problème de convergence des yeux, c'est parce que le regard n'est pas fixé, il n'est pas dans la confrontation. Il est peut-être dans un regard généreux qui présente une image, un halo, vous verrez ceci dans un instant. Suivons les lignes vertes qui entourent ce crâne. Elles forment une sorte d'irradiation, un halo lumineux. Il nous en a parlé de ces halos lumineux et je vais reciter ce que je disais l'autre jour. Je voudrais peindre des hommes ou des femmes avec ce je ne sais quoi d'éternel dont autrefois le nimbe était le symbole et que nous cherchons par le rayonnement même, par la vibration de nos colorations. Il n'a pas écrit ce texte au moment où il peignait, mais c'est la même logique. Et dans un tableau, je voudrais dire quelque chose de consolant, comme une musique. Donc il y a l'idée de faire un art pour tous, comme je vous disais il y a un instant, qui console et qui est tourné vers les autres. Il s'agit d'un nimbe ici qui a un caractère sacré. Ce halo lumineux renvoyé dans le cas du semeur dont j'ai mis un détail ici et qui se trouve sur ce tableau ici, le semeur de 1888, il en parle comme un semeur muni d'un halo, c'est-à-dire de cette nimbe sacrée qui représente cette association de Dieu et de l'homme sur terre. Il a repris les couleurs de la croix pour le halo du Christ, on en avait parlé. Ici, cela signifie que la présence de Dieu passe à travers la présence du soleil qui rayonne. Ce rayonnement permet de réchauffer la terre et les humains. L'association d'un travailleur, qu'il soit artiste, qu'il soit paysan, qui laboure sa terre ou sa toile, permet la production d'une moisson et d'une nature féconde. Il y a une association positive que vous retrouvez dans ce tableau. À sa mort, Émile Bernard assistera aux funérailles. Gauguin ne sera pas là. Petit détail. Émile Bernard se battra pour organiser une rétrospective de la production picturale de Van Gogh. Elle n'aura pas lieu. Gauguin s'y est opposé, mais quelques mois après la mort de son frère, c'est Théo qui perd la tête, qui devient fou en raison d'une syphilis et il meurt quelques mois après. Émile Bernard, néanmoins, a beaucoup de respect, enfin a énormément de respect pour Van Gogh et écrira une lettre à un certain Aurier qui était un jeune critique très en vogue à l'époque, dans lequel il lui dit « N'oubliez pas Van Gogh ». Et il écrit la chose suivante: « Ce fut un homme honnête et un grand artiste. Il n'avait que deux buts, l'humanité et l'art. » Et j'ajouterai que chez Van Gogh, l'art sert l'humanité et qu'on trouve l'humanité dans l'art. Les deux étaient extrêmement liés, liés également à la présence de Dieu. On va maintenant voir ce que l'on obtient en regardant le portrait de Gauguin et en lisant ses textes. On risque d'arriver à quelque chose de légèrement différent. Paul Gauguin, dans cet échange, va lui envoyer ce tableau titré « Les Misérables » dédié à l'ami Vincent, comme vous pouvez le voir en bas à droite. Ce tableau, si vous le regardez de plus près, est-ce que vous voyez des touches de pinceau? Pas vraiment. Est-ce que vous voyez des couches d'huile? Pas vraiment. Je peux même essayer de faire un gros plan et vous allez voir la toile qui apparaît, elle est grattée. Il a pris l'habitude d'enfoncer ses pigments à coups de couteau. Il a même parfois utilisé un fer à repasser pour enfoncer son pigment dans la toile, de préférence des toiles parfois très épaisses, de la toile à sac, comme il disait. Et puis, pour que le brillant de l'huile disparaisse, il utilisait parfois des journaux pour absorber les excédents d'huile qu'on retrouve quand on fait des restaurations de ces tableaux. Donc on a d'un point de vue de la texture, d'une part un Van Gogh qui sculpte picturalement, on a une texture épaisse, et l'autre a une texture qu'il tente de faire disparaître dans la toile. Si je fais une comparaison de ces deux tableaux et que je compare les regards d'une part, je vous ai dit que l'un d'entre eux avait un regard qui n'était pas dans la confrontation. Gauguin,
au contraire, est dans la confrontation. D'abord, le buste est vu d'un petit peu plus près. Il semble être presque de face. Et en même temps, la tête est tournée, mais il nous regarde de travers. Il est prêt au combat. Il y a une chose qui est très amusante, si vous avez l'occasion de lire les lettres de Gauguin, quand il est en forme, alors quand il est fatigué, il est vraiment fatigué, mais quand il est en forme, il dit « je suis prêt à lutter, je suis prêt à cogner », parce qu'il veut toujours cogner l'ennemi, il aime la lutte. Et il lutte effectivement, puisque après ce que Van Gogh appellera la fuite d'Égypte du petit caporal ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire après leur dispute, vous savez que Gauguin, du jour au lendemain, va disparaître, et il lui enverra une lettre en disant « Donc Gauguin envoie une lettre à Van Gogh en disant « Est-ce que tu peux me renvoyer ce que j'ai oublié, mon masque d'escrime et mes gants ?» Donc il combat, c'est un petit peu plus élégant à l'escrime, mais il sort les poings aussi. Toute sa vie, il va souffrir d'une fracture à la jambe parce que pour une histoire de femme, un honneur de femme qu'il avait défendu à Pont-Aven en 94 en Bretagne, il s'était cassé la jambe en se battant. Donc il cogne. Et ce regard ici est un regard de confrontation. Il a une agressivité que n'a certainement pas Van Gogh. Si on regarde maintenant ces regards de plus près, vous voyez bien que l'un est franchement sculpté, tissé, tapissé, et l'autre, si l'on me disait que c'était du pastel et du fusain, je m'y laisserais prendre, en tout cas dans les versions photos que vous avez ici. Donc vraiment, un travaille la texture dans la masse, l'autre travaille la dématérialisation, il n'aime pas la matière. À propos de ce tableau, Les Misérables, il s'explique dans plusieurs lettres. L'une est adressée à Vincent, justement, et il se décrit en misérable. Qui est le héros des Misérables? Jean Valjean. Donc je vous présente Jean Valjean Gauguin. Ce Jean Valjean que la société opprime, mis hors la loi avec son amour, sa force, l'amour, je ne vous en ai pas encore parlé, mais sa force, oui, n'est-il pas l'image aussi d'un impressionniste aujourd'hui? Et en le faisant sous mes traits, vous avez mon image personnelle, ainsi que notre portrait à tous, pauvres victimes de la société. Donc il considère que lui et les impressionnistes, peut-être les impressionnistes et lui, mais il préférerait quand même lui et les impressionnistes, sont tous des victimes de la société qui sont opprimés et marginalisés. Ils se sacrifient sur l'autel de l'art moderne, pour pouvoir le libérer du carcan académique. Et vous voyez ces cheveux hirsutes de prisonnier ici. De la même manière, il parlera dans une autre lettre, cette fois, du sang en rut qui l'inonde. Le sang en rut inonde le visage et les tons en feu de forge qui enveloppent les yeux indiquent la lave de feu qui embrase notre âme de peintre. Donc notre âme, il pense à l'âme des impressionnistes, et bien l'âme des peintres, quand ils créent, est en feu, elle est en rut, elle exulte, elle est une lave qui coule. Dans une autre lettre à Schufnecker où il se décrit en misérable, il dit à Schufnecker, souvenez-vous de cette poterie tordue par le grand feu que j'avais fait, tous les rouges, les violets rayés par des éclats de feu comme une fournaise, rayonnant aux yeux, siège des luttes de la pensée du peintre. Donc la pensée de la création est une pensée en lutte et qui se trouve dans la fournaise. Donc il y a quelque chose d'infernal dans cette création. Non seulement elle est dans le four, dans la fournaise, elle est en rut, elle exulte, et en même temps elle se fait dans la souffrance. Il y a quand même une petite chose que je devrais rajouter. Dans ces mêmes lettres, il parle du fond, du papier peint jaune avec les petites fleurs qui sont derrière. C'est pas l'enfer, ça, non pas du tout. Le petit fond de jeune fille avec des fleurs, avec ses fleurs enfantines, est là pour attester notre virginité artistique. Heureusement qu'il précise artistique, parce que sinon on ne pourrait pas le croire. Mais il y a chez lui cette dualité. Il y a d'une part dans ce visage, dans ces touches de rouge que vous avez sur les oreilles, le cou, l'arête du nez, sur les joues, il y a cette chaleur de l'enfer que suppose la création. Et puis, juste à côté, il y a la petite jeune fille. Donc, il est toujours dans la dualité de la souffrance infernale et d'autre part, de la virginité de l'art ou de la petite jeune fille. Il a fait un petit peu plus tard un pot en forme de tête coupée qui fait certainement référence à une décapitation auquel il a assisté. Et vous avez exactement son autoportrait ici avec le sang qui coule comme une lave de part et d'autre. Il y a une véritable souffrance dans la création chez Gauguin.
Et il le rappelle, quand il est au Pouldu, il écrit à Émile Bernard « Je n'ose plus faire de peinture. Je promène mon vieux corps par la bise du Nord sur les rives du Pouldu. » Donc, il a l'habitude de se plaindre et de souffrir. Mais faut-il vraiment penser que cette souffrance, elle est réelle? C'est vrai, elle est dure. Il n'a pas la vie ni de Degas, ni de Manet à Paris. Mais il est possible, encore une fois, que c'est dans la création, dans la souffrance qu'il est réellement capable de créer. Et finalement, il nous le dit en 1890, avant même de partir à Tahiti. « Hélas, moi, je me vois condamné à être de moins en moins compris, et je dois m'en tenir à suivre ma voie seul, traîner une existence sans famille, comme un paria. » Il a quand même 5 enfants à Copenhague. « Aussi, la solitude dans les bois me paraît dans l'avenir être un paradis nouveau, et presque rêvé, le sauvage retournera au sauvage. » Donc vous voyez qu'il y a un retournement très rapide, il est seul, il est seul, il est seul, mais c'est la voie rêvée, c'est le paradis de la création. Quand même, il n'hésite pas à s'auto-portraitriser en Christ au jardin des Oliviers, c'est-à-dire en Christ au jardin de Gethsemane. Le voici, vous le reconnaissez avec ce nez tout particulier qu'il aimait prendre en photo de profil et ses paupières lourdes. Il est là, abandonné de tous, au Pouldu. Comme le Christ avant la crucifixion, dénoncé par Judas, le garde allait arriver et l'emmener. Tous l'abandonnent, vous voyez ces personnages dans l'arrière-fond qui disparaissent. C'est un paysage de Pouldu avec des arbres qui viennent de Martinique, ce sont des palmiers. Ici, point d'horizon, point de soleil, ou un horizon qui existe, mais le ciel ressemble à la terre. Il est comme enfermé dans un enfer de la création. Regardez, sa tête se trouve totalement et son corps sous le niveau de ces collines ici qui correspondent au rivage du Pouldu. Il est abandonné et seul. Alors c'est ce qu'il dit. Je crois qu'il est surtout abandonné par les finances parce qu'au Pouldu, il est désespéré. Il ne vend qu'une seule toile pour à peine 100 francs. Donc ses finances vont effectivement très mal. Seul, pas tout à fait. Il n'est plus à Pont-Aven, mais il est chez Marie-Henri au Pouldu où il y a Le Hahn, Sérusier, Filigé, etc., etc. Ils sont 5 au moins, il y a Moret qui va arriver. Il n'est pas seul du tout, mais lui, il se sent quand même seul, ou en tout cas, c'est comme ça qu'il se représente. On est en 1889 quand il est au Pouldu, 89-90. Qu'est-ce qui se passe pour Van Gogh en 1889? Lui, il est vraiment seul. Il est vraiment seul parce que jusque-là, avant que Gauguin arrive et quand Gauguin arrive, il rêve d'une communauté d'artistes où Laval viendrait, Émile Bernard viendrait, etc. Mais avec le départ de Gauguin, la fuite d'Égypte, du caporal, la fuite de Gauguin, oui, on peut comprendre d'ailleurs. Il a pris un verre d'absinthe en pleine figure, Gauguin, de la part de Van Gogh, et Van Gogh s'est coupé l'oreille. On peut comprendre qu'il ait pris la fuite. Donc tout espoir de communauté disparaît. Au mois de janvier, Van Gogh se trouve seul, sans le moindre espoir de communauté d'artistes. Il se trouve seul parce que l'ami Millet, le zouave Millet, le zouave Millet est parti. Le facteur Rollin est en partance avec sa famille, lui qui était si proche est en partance. Son frère Théo, qu'il a toujours soutenu, lui annonce qu'il se fiance et qu'il va se marier. Le soutiendra-t-il encore? On ne sait pas. Et pour couronner sa situation, une pétition est signée par les habitants d'Arles au mois de janvier pour l'évacuer d'Arles et de la Maison Jaune. Il doit quitter sa fameuse Maison Jaune. Donc lui, il est vraiment seul. Il est à l'hôpital quand il s'est coupé l'oreille et il écrit à son frère. Physiquement, je vais bien, la blessure se ferme très bien et la grande perte de sang s'équilibre puisque je mange et je digère bien. Donc il a tendance à dire non, non, t'inquiète pas. Tout va aller bien et il ajoute « j'ai continué à penser à Degas ». Donc même dans la douleur, il pense à sa passion, l'art. Quelques jours après, toujours au mois de janvier, il dit « bon, je sais qu'il me reste un peu de souffrance et d'angoisse relative et je conserve tout bon espoir ». Donc il est toujours au pire de la situation, il est toujours dans le positif. Quand il voit ce tableau, il ne supporte pas. Pour lui, ce sont des images de cauchemar. Les images de cauchemar, j'imagine qu'il en a dans la tête et qu'il ne veut pas les concrétiser. D'ailleurs, quand il voit le portique de Saint-Trophime, qui est un portique gothique, enfin qui est un portique catholique, il parle à ce propos de cauchemar chinois. Il n'aime pas les scènes de torture, il n'aime pas le martyre et il n'aime pas la souffrance. Quand il écrit à sa sœur,
au mois de mai, donc il est peut-être déjà, non, il n'est pas encore rentré à l'asile de Saint-Rémy, il doit être encore à l'hôpital. Il écrit à sa sœur et il lui dit: ma chère sœur, je suis très admiratif de toi, tu es dans la situation du Gethsémani, donc il fait référence au jardin des Oliviers, et pourtant tu n'as pas abandonné ta patiente. En fait, il compare la patiente à ce Christ, parce que sa sœur est en train de soigner une femme en phase terminale de cancer. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça pouvait être un cancer au 19e siècle. Les gens hurlaient de douleur et une puanteur de tumeur ouverte épouvantable. Et il reprend cette image, mais il la retourne, il dit: ma sœur, je t'admire, tu n'abandonnes pas ta patiente au jardin des Oliviers. Il parle du jardin de Gethsémani. Et il dit: voilà, j'ai encore eu 4 grandes crises, je me suis évanouie 3 fois, mais physiquement, je vais parfaitement bien. Et il dit, c'est une longue lettre dans laquelle il n'a de cesse de répéter qu'il ne désirerait pas une carrière de martyr. L'héroïsme et le martyr ne sont pas pour moi. Enfin, je cherche à ne pas prendre lugubrement des choses lugubres, parce qu'évidemment que sa vie est lugubre, mais lui, il ne veut pas en faire la source de sa création, loin de là, puisque au contraire, alors qu'il est à l'hôpital, il continue à travailler, et qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est pas lui-même qu'il va peindre, ce n'est pas lui-même dans le jardin des Gethsémani, non, ce sont les autres. Et vous remarquerez une chose ici, nous avons sûrement, il n'a pas dû utiliser son cadre de perspective, d'ailleurs je ne pense pas qu'il l'avait sur place, mais il a utilisé les lignes de fuite artificiellement reconstituées par l'alignement des chambres d'hôpital qui terminent sur un point de fuite central qui est la porte justement. Et il présente ces pensionnaires de l'asile en train de travailler ou en tout cas actifs. Donc il ne perd jamais de vue le fait que sa santé va être récupérée, il ne se sent pas un martyr, il n'aime pas souffrir, ne veut pas souffrir, il lutte et il continue à produire. Nous avons donc finalement à travers ces portraits des personnages extrêmement différents. Nous avons Gauguin en haut qui lui crée dans la souffrance, il considère que la création se fait dans une fournaise et dans l'enfer et la chaleur. Il considère aussi que ceci se fait auprès de la solitude, puisqu'il se peint en Christ abandonné par tous au jardin des Oliviers. J'en conclurai qu'il a une conception de l'art et de l'artiste qui repose sur le martyre, l'isolation et une marginalisation de la société de l'artiste. Par opposition, en regardant ces tableaux, je dirais que Van Gogh, lui, considère que l'art est sacré, il rayonne pour le bien de tous, dans une union avec Dieu, souvent représentée par ces radiations de couleurs que vous avez et dans son portrait et dans le semeur. Par ailleurs, il est toujours tourné vers les autres et surtout, il est tourné vers les choses concrètes. Il aime la perspective, il aime regarder ce qui se passe autour de lui. Même à l'hôpital, il continue à chercher ses perspectives et ne pas partir dans un monde imaginaire. J'en déduirai la chose suivante. L'art et l'artiste chez lui reposent sur un bien-être, sur le partage et l'existence d'une nature fertile. On n'est pas sur terre aux enfers, on est sur une nature fertile. Celui qui travaille, qui laboure, que ce soit le champ ou que ce soit le travaux, obtiendra une moisson généreuse. C'est-à-dire qu'il a une conception profondément positive du monde, quand l'autre on a une conception profondément négative. A priori, entre les deux, ça n'allait pas très bien se passer.